Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour! Aujourd'hui, on plonge dans les rouages assez sombres de l'emprise psychologique. Oui, on va s'appuyer sur une analyse très précise du docteur Isabelle Chartier-Simène. C'est ça, concernant l'abbé Tartu et les petits chanteurs de Touraine, pour le collectif Voix libérée. Exactement, le texte est basé sur son intervention. L'idée, c'est de comprendre comment un tel contrôle a pu s'installer, durer si longtemps, sur les enfants, mais aussi les familles, et même persister chez certains adultes. Comment cette emprise s'est construite en fait? Voilà. Alors, décortiquons ça. Par où on commence? L'autorité initiale, peut-être? Oui, c'est le point de départ logique. Cette double casquette, curé et chef de chœur. Ça lui donnait un statut particulier, j'imagine. Ah oui, carrément, une autorité quasi sacrée, comme le dit le document. Et il s'en est servi pour gagner la confiance, immédiatement. Enfants, familles, paroissiens, tout le monde. C'est là que ça devient vraiment, complexe. Parce qu'il n'y a pas que l'autorité. Il y a la manipulation des émotions, non? Tout à fait. L'analyse montre bien comment il utilisait les émotions positives. La beauté du chant, l'excitation des tournées, des concerts. Pour d'autres buts? Exactement. Il se montrait attentionné, compréhensif, presque un ami. Ça créait un lien affectif très fort. Mais comment ce lien affectif devient un outil de contrôle? C'est ça la question clé. En jouant sur plusieurs tableaux. D'un côté, cette affection, cette valorisation. De l'autre, des tactiques très précises pour fragiliser. Comme quoi, par exemple? L'isolement. Des mises à l'écart. Pas choisi comme soliste. Pas pris pour une tournée. Ça rendait l'enfant dépendant de son bon vouloir. Et l'humiliation aussi, c'est mentionné? Oui, très important. Des surnoms parfois dévalorisants. Et des remarques terribles du genre « Un chanteur comme toi joue un coup de pied dans une poubelle, il en sort 10. » Terrible. Ça devait miner complètement la confiance en soi. Exactement. Ça, et puis la proximité qu'il cultivait. Les invitations à dormir chez lui. Les sorties au ciné, au resto. La confession aussi, potentiellement. Et le fameux petit train électrique, une sorte de privilège. C'est ça, une faveur spéciale qui renforçait ce sentiment d'être choisi, mais aussi redevable. Ah oui, la création de dettes, les cadeaux, l'argent de poche, les achats, tout ça installait une loyauté, une obligation de se taire, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est un système d'obligation, subtil, mais très forte. Ce qui est fascinant ici, ou plutôt glaçant, c'est cette façade médicale. Ah oui, la pseudo-infirmerie. C'est une stratégie redoutable. Utiliser de pseudo-compétences médicales pour normaliser des gestes totalement inappropriés. Et ça endormait la vigilance des parents. Complètement. Il devenait, sans le savoir, complice. Et l'enfant, lui, se retrouvait piégé. Si les adultes valident, comment protester? Il y avait aussi la peur, j'imagine. Peur de perdre sa place, honte de parler. Bien sûr, peur des conséquences, peur de ne pas être cru. Et pendant ce temps, lui, il soignait son image à l'extérieur. Il charmait tout le monde, les notables, les politiques. Oui, il se vantait de ses relations, des services qu'il obtenait pour ses chanteurs, comme pour le service national. Une image impeccable qui désamorçait toute méfiance. On peut parler de contrôle mental, oui. Ça influençait les pensées, les émotions, les comportements. Et l'analyse souligne que ça dure chez certains anciens. Parlons des familles, justement. Le texte dit qu'elles étaient souvent éblouies. Oui, par le statut de l'abbé, directeur, curé, soi-disant médecin. Cette confiance aveugle a empêché les enfants de parler, c'est certain. Et après le scandale, il y a eu un déni? Ah oui, un mécanisme de déni très fort chez certains parents. La culpabilité de n'avoir rien vu, c'est tellement lourd que parfois il est plus simple de nier, voire de continuer à idéaliser l'abbé. Pour ne pas avoir à affronter sa propre responsabilité ou son aveuglement. Exactement. Ça soulève une question importante sur notre capacité à affronter des vérités dérangeantes, surtout quand elles nous impliquent. Le document mentionne aussi une stratégie de la famille fétiche. C'est quoi ça? Il choisissait une famille, s'investissait à fond avec elle, repas, services demandés, petits travaux. Cette famille se sentait valorisée, spéciale. Et ensuite? Il passait à une autre. Ça permettait sans doute de renforcer la dépendance de la famille élue et peut-être de créer une sorte d'émulation, de compétition entre les familles. Diviser pour mieux régner en somme. Et pour les anciens choristes devenus adultes, l'impact à long terme? L'analyse parle de victimes secondaires. Ce sont ceux qui n'ont pas forcément subi d'abus directs, mais qui portent une culpabilité. Pourquoi n'ont-ils rien vu, rien dit? Le combat collectif avec voix libérée, ça aide? Pour certains, oui, c'est une forme d'apaisement, une façon de reprendre le contrôle,
Mais c'est compliqué car il se heurte parfois au déni d'autres anciens. La blessure est là pour beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? Que l'emprise est un phénomène complexe, multifacette. Ici, on voit bien la combinaison des stratégies. L'autorité, l'émotionnel, l'isolement, la pseudomédicalisation, l'image sociale. Et que ça touche tout l'écosystème, les enfants, les familles, et que ça laisse des traces très longtemps après. C'est bien ça. Et ça nous amène à une réflexion plus large, je crois. Au-delà de ce cas précis, comment nous, en tant que société, que communauté, institution, comment peut-on être plus vigilants? Face aux signes subtils de manipulation. Oui, face à ces stratégies de grooming, cette mise en confiance progressive pour abuser d'une vulnérabilité. Surtout quand ça vient de figures d'autorité qui paraissent charismatiques, bienveillantes. C'est une question essentielle, une vigilance de tous les instants finalement. Voilà. Comment développer cette vigilance collective sans tomber dans la suspicion généralisée, mais en étant capable de reconnaître les signaux d'alerte? C'est un vrai défi. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.